Bonjour, voici une deuxième capsule d'une mini-série de 4 qui porte sur Jean-Paul Riopelle et qui me permettent à ma façon de souligner le 100e anniversaire de ce grand artiste de chez nous. Je vous rappelle également que le Musée des beaux-arts de Mont-Saint-Hilaire présente actuellement une courte exposition, une petite exposition en fait depuis octobre 2022 sur Riopelle qui présente principalement des lithographies, des gravures à eau forte et quelques sculptures des années 60-70. Lors de la première capsule de la série, nous avions découvert les premières années de Riopelle, qui passa d'une formation assez classique chez Buisson, puis à l'École des beaux-arts, à un enseignement finalement beaucoup moins orthodoxe sous le mentorat du grand Bordua à l'École du meuble, ce qui l'amènera à échanger, exposer et créer de façon beaucoup plus impulsive au contact des automatistes avec lesquels il signe le virulent manifeste du refus global en 1948. Si plusieurs de ces audacieux artistes vont galérer par la suite, vont peiner à s'extirper du scandale généré par l'apparition de ce manifeste, Riopelle, pour sa part, s'en tire un peu mieux grâce aux liens qu'il a tissés et à ses contacts à l'international, ce qui lui permet de s'illustrer dans les années 50 sur la scène parisienne, d'abord au contact des surréalistes et puis au contact des membres de l'abstraction lyrique parisienne. C'est dans ce contexte-là, donc, que Riopelle, à la recherche de nouvelles voies, va laisser encore plus de place à l'instinct et au hasard dans sa démarche picturale en décidant, en cours de processus, d'abandonner le pinceau et d'explorer une gestualité renouvelée à l'aide principalement de la spatule, qui lui permet dorénavant de fragmenter les masses colorées comme un maçon, ni plus ni moins, de la pâte colorée. S'ouvre alors pour lui une période de plénitude productive, ce qui sera celle donc des années 50. C'est la période des grandes peintures, dites des mosaïques, qui allaient devenir les plus emblématiques de la carrière de Riopelle. Il exploite alors la matière colorée dans des compositions extrêmement denses, faites d'une multitude de généreuses couches de pigments multicolores qui se déploient sur la surface comme des tessères d'une mosaïque ancienne et sur laquelle il applique généralement d'un bout à l'autre des traits, des coulées, des giclées, des filaments noirs ou blancs entremêlés. Grâce au maniement, souvent, c'est d'un bâton qui a été préalablement trempé dans la peinture, qui lui permet comme ça de diffuser ces filaments sur la toile. Il s'exécute ainsi directement sur la toile, sans idée préconçue, sans dessin, sans figuration, sans pinceau même, abandonnant le contrôle visuel de ce qui se passe durant l'acte de création. Il évacue même de sa production à ce moment la question de l'habileté manuelle. Donc ainsi, l'œuvre se construit ni plus ni moins, pour ainsi dire, devant ses yeux, sans nécessairement un programme prévu à l'avance, et ça aboutit généralement à des résultats assez extraordinaires, inédits, où la couleur fuse de tous les côtés et où une énergie explosive, un rythme d'une densité exceptionnelle se révèle. Durant le processus, les traces de son geste libre créent parfois des tensions à la surface, où les giclées, sinon accidentelles, qui sont renversées en ça et là, vont accentuer certains points de convergence qui permettent de diriger notre regard, ou ça peut être aussi les concentrations chromatiques de la matière qui a été disposée à la spatule, qui génèrent aléatoirement des semblants de composition ou des allusions parfois paysagistes, comme vues à vol d'oiseau, que l'artiste peut décider de souligner ou non par l'octroi d'un titre, comme Espagne, par exemple, un véritable territoire vu tel un oiseau qui survole euh, le territoire. Ces tableaux-là vont le faire d'ailleurs connaître à New York et un peu partout d'ailleurs. La renommée croissante de Riopelle va entre autres inciter Pierre Matisse, qui est le plus jeune des enfants
du grand peintre français Henri Matisse, à l'inclure donc dans une exposition collective qu'il organise à sa galerie new-yorkaise en 1953. Et là, Riopelle aura l'occasion d'exposer avec Georges Braque, Brancusi, Chagall, Derain, Buffet, Giacometti, Miro, Modigliani, Georges Rouault et autres. Il y présente, entre autres, cet hommage à Robert le Diabolique, l'une de ses mosaïques les plus exemplaires. Et de fil en aiguille, Pierre Matisse va se mettre à régulièrement, comme ça, exposer les œuvres de Riopelle à New York dans le cadre même d'expositions qui deviendront des expositions solo de Riopelle. Ainsi, les années 50, ce sont celles de la consécration de Riopelle. Il est présent à la Biennale de Sao Paulo en 51 et 55, une exposition internationale de Pittsburgh en 58, 61, et tout cela aussi en 1953, la fameuse exposition Younger European Painters, a Selection, qui se tient au Guggenheim au Guggenheim, donc du Solomon R. Guggenheim. Donc, c'est la collection de M. Guggenheim donc, qui expose à Manhattan et qui ambitionne, cette exposition, de confronter la scène américaine avec les avant-gardes d'outre-mer. Donc, Riopelle y est invité, ainsi que Georges Mathieu, Karel Appel, Alberto Burri, Pierre Soulages, par exemple, dont on retrouve des traces dans le catalogue de cette exposition-là. Riopelle, pour sa part, il expose l'ambitieux tableau La Nuit bleue, qui est régulé vraiment d'un rythme, d'un coup de spatule là, vraiment particulier, à travers lesquels il y a certains filets blancs qui persistent. Donc, cette toile y est présentée et elle va être acquise par le Guggenheim, donc pour sa collection permanente. On parle de cette acquisition d'ailleurs dans la presse de chez nous. En décembre 1953, Riopelle fait son chemin. On voit dès le début de cette décennie-là. Dans les médias, les critiques aussi vont souvent comparer Riopelle à Jackson Pollock, que vous connaissez certainement. On fait des liens entre les coulures de Riopelle et les drippings de Pollock. C'est vrai que les deux hommes se sont rencontrés à 2 reprises dans leur vie et que le résultat de leurs tableaux peuvent parfois sembler similaires. Toutefois, leur méthode, elle est nettement différente, il faut bien le reconnaître. Pollock travaille sur des toiles non montées, donc à plat, à même le sol, travaillant son tableau souvent du centre vers les bords, faisant gicler la peinture à partir de soit de pinceaux séchés ou de bâtons qu'il va tremper dans des pots de peinture pour donner des minces filaments ou des taches comme ça qui tombent de façon aléatoire sur la toile. Et Pollock marche dans sa peinture, il se déplace autour d'elle, il marche dans elle, évidemment, comme il le veut. Il peut exercer un certain contrôle, même corporel, dans cette chorégraphie qui s'inscrit sur le support. Et ces très, très grands supports peuvent parfois être découpés. Évidemment, il peut en choisir certaines sections montées par la suite, donc la section voulue sur des châssis au final. Donc, voilà. Ils vont donner même parfois plusieurs œuvres à même un support qui a été étendu au sol. Riopelle, quant à lui, travaille toujours à la verticale sur des toiles qui sont déjà montées sur châssis, qui sont posées sur chevalet, donc, où les limites des compositions, les limites sont déjà imposées d'avance donc par le cadre du support. Il utilise aussi une peinture en tube et qu'il étend, donc directement du tube, et qu'il étend comme ça, donc à la spatule. Ces lignes ne sont pas autant des coulées, des dégoulinures, évidemment, ce sont plutôt des traces libres, comme ça, des relents d'automatisme qu'il retient. On peut donc convenir que malgré l'apparence parfois similaire entre Pollock et Riopelle, la démarche, le processus de création, ce qui est à cette époque-là désormais le véritable fondement artistique, c'est cet apport créatif innovant de l'artiste, il est fondamentalement différent chez Pollock et chez Riopelle. Ces 2 manières sont aussi valables l'une que l'autre. Elles ne se discréditent pas mutuellement, elles ne s'amoindrissent pas mutuellement.
deux, deux directions finalement artistiques différentes qui, au final, pour certains, donneront donc des résultats qui sont similaires, mais tout le processus et la valeur créative là-dedans, elle est essentiellement différente. De plus, il faut constater que chez Riopelle, l'aspect mosaïque va de beaucoup se confirmer avec le temps de toute façon et que les giclures qui les associent vont de toute façon disparaître assez rapidement chez Riopelle. Il y a tout de même une même broussaille de matière qui demeure et qui génère toujours une espèce de tournoiement confus qui se propage à cette époque de plus en plus de noyaux, d'organisations primaires qui divisent un peu la surface de la toile en larges zones de couleurs en plus différentes. Gravité, par exemple, un tableau du Musée de Montréal, une de ces rares mosaïques de format vertical, vous en conviendrez, où la partie supérieure affiche une prépondérance de tons plus clairs, en plus légers, plus blancs, alors que la partie inférieure, elle est dominée par des tons plus soutenus, plus colorés, plus sombres, qui donnent cette espèce de gravité un peu tombante qui a certainement inspiré le titre. Son fameux triptyque aussi, triptyque Pavane, une de ses plus célèbres œuvres, composée de 3 panneaux qui présentent une texture quand même assez signifiante, chargée, mouvante, où la matière, elle est appliquée, encore une fois, en pressant directement le tube de peinture à l'huile sur la surface de la toile, puis en guidant l'intégration de cette matière-là à la spatule pour accentuer donc ces empâtements profonds, tout ça avec une spontanéité. Et au final, pour le tout, évoque une espèce de rythmique, grâce au jaillissement de la couleur, un certain rythme, un tintement, comme ça aussi. L'œuvre qui s'appelle Pavane, d'une part, porte une partie de son titre fait référence à une danse lente qu'on pratiquait à la cour espagnole en costume d'apparat, donc à partir du 16e siècle, donc une espèce de danse voilée, voici. Et le sous-titre Hommage aux nymphéas fait cette fois-ci référence au grand tableau, évidemment, on le reconnaît, de Claude Monet, donc voilà, qu'admirait beaucoup Riopelle et dont la rythmique des coups de spatule, l'amalgame des couleurs assez chatoyantes confère à la toile un côté très organique qui évoque peut-être des matières naturelles, vivantes, organiques, semblables à la surface, évidemment, de l'eau des nymphéas. Les années 50, c'est aussi la rencontre avec Joan Mitchell, une jeune peintre originaire de Chicago, issue d'une famille aisée, membre de l'école de New York, pratiquant donc l'expressionnisme abstrait américain en vogue à cette heure, et que Riopelle va rencontrer à Paris à l'été 55. Il entendra avec elle une correspondance, comme ça, de quelques années, les amenant rapidement à développer des sentiments amoureux. Riopelle est à cette époque mariée avec Françoise L'Espérance, évoquée la dernière capsule. Il va se séparer d'elle en 58 et divorcer en 59 pour mieux se lancer dans une longue histoire d'amour de plus de 25 ans avec Mitchell. Ensemble, ils s'installent en France, d'abord à Paris en 59, rue Frémicourt, dans le 15e arrondissement, puis à Viteuil, vers la fin des années 60, où grâce à un héritage légué par sa mère, Mitchell va acquiert une maison dans ce charmant village de Val d'Oise en bord de Seine, une soixantaine de kilomètres environ du nord-ouest de Paris, où elle et Riopelle vivent en constante ébullition, évidemment, d'échanges très nombreux, certainement de flamèches aussi multiples, jusqu'à la cassure finale en 1979. L'art de Mitchell, je vous le mentionnais, se rattache à l'expressionnisme abstrait. Elle a le goût pour les grands formats, le sens de la matière picturale, le geste de l'action painting qu'on reconnaît chez elle, avec une extériorisation évidemment de son émotion, de son ressenti, souvent traité en grand format, des polyptyques même qu'on retrouve souvent chez elle. Un coup de pinceau qui est assemblé souvent largement sur des fonds blancs éclatants et qui peuvent à certains moments évoquer des souvenirs de poésie, des souvenirs de musique ou des souvenirs de paysage. Il y a un certain paysagisme abstrait parfois qu'on reconnaît chez Mitchell, ce qui la particularise aussi et qui fait que parfois on qualifie son œuvre de néo-impressionnisme. Dans ce tableau, Les Grandes Carrières,
On perçoit bien ce mélange tourbillonnant ici dans les couleurs terre d'ombre brûlée, vert menthe, bleu assez profond, qui composent des formes qui flottent encore une fois devant un fond blanc. Une composition un peu désordonnée, dégoulinante, éclaboussée, hein, comme ça ici de rose, de jaune en certains endroits. Et là, le sens de la couleur, Joanne Mitchell, hein, vraiment extraordinaire, des couleurs lumineuses, des couleurs pures. Elle a une détermination aussi dans sa facture qui donne vraiment à ses toiles une vibration bien vivante. Et tout ça dans une application beaucoup plus structurée qu'on le pense à regarder ses œuvres, où chaque couleur est soigneusement superposée une à l'autre, en juxtaposée l'une à l'autre, comme ça, en constante interrogation, qui est l'artiste et en réflexion face aux effets mutuels que les couleurs ont les unes sur les autres et l'équilibre qu'elles peuvent, ces couleurs, engendrer finalement, dans l'équilibre, finalement, qu'elles cherchent à atteindre. Donc, un vrai travail d'organisation qui demeure quand même dirigé sous un élan émotionnel. À l'inverse, la peinture de Riopelle, à cette époque, elle devient, à l'époque de leur rencontre et dans les années qui viennent, de plus en plus distinctive, de moins en moins catégorisable au cours des années, même je dirais 60. En fait, cette période des mosaïques, comme vous avez sous les yeux, elle se termine. Elle se termine assez rapidement. Elle n'aura duré qu'une décennie qui aura été quand même assez marquante. Donc, dans les années 60, la spatule, elle est encore là, elle est encore utilisée, mais différemment. Elle devient plus mobile, elle laisse des plus longues traînées, hein, comme ça derrière elle. Ici, nous avons un sans-titre de ces années 64, donc qui est une composition tripartite comme ça de Riopelle, comme le faisait Joanne Mitchell, vous mentionnez tantôt, donc des polyptyques comme ça, donc ça, des réalisations de cette même année 64. Avec 3 sections ici, bien sûr, donc chez Riopelle, qui se répondent à la fois par la couleur, hein, les rouges, les bleus, les gris, bruns qui sont utilisés et par cette utilisation aussi de la spatule qui diffère quand même par endroits, qui se fait un peu plus, large dans les parties colorées, un petit peu plus étroite, un petit peu plus, étroite comme ça dans les gris, hein, qu'on retrouve, par exemple. Donc une différence dans le maniement de la spatule dans ces différentes zones-là. Au centre, il y a cette section qui fait contraste aussi, donc qui est comme un peu l'axe autour duquel se déploie la composition colorée. Voilà un petit peu plus uniformité en chromatique dans ce panneau du centre. La matière, elle est véhémente vraiment dans ce polyptyque. Les formes semblent vouloir sortir du cadre sur les côtés, particulièrement dans les zones latérales et vers le haut dans cette section du centre. Donc, Réopel, ce qu'il fait, il change, hein, il cherche une nouvelle voie, hein, bien sûr. On retrouve ici un exemple de 165 dans ce sans-titre-là. On voit que ça donne beaucoup moins l'apparence à cette époque-là, ces tableaux de petites tuiles, hein, de petites mosaïques cloisonnées. On retrace un petit peu plus le mouvement, les déplacements du geste de la spatule. On sent plus les sillons, les bandes, hein, il y a plus des bandes, des lignes de force qui se croisent, qui s'entrecroisent même à certains moments et qui propulsent donc Riopelle vers de nouvelles directions. Ainsi, les années 60, c'est une époque où Riopelle se diversifie beaucoup ses moyens d'expression. Il va toucher autant à cette époque-là à l'encre, au pastel sur papier, à l'aquarelle, la lithographie, le collage autant que l'huile. Ces tableaux deviennent aussi de plus en plus chaotiques au cours de cette décennie-là, comme si Réopel demande à la matière de le délivrer, évidemment, un peu de son modèle, hein, de son propre modèle qu'il s'était lui-même imposé avec ses grandes mosaïques. Ce sera aussi les années 60, les années de la reconnaissance canadienne de Riopel. En fait, dans toute proportion gardée. En 1962, la Galerie nationale, actuel Musée des beaux-arts d'Ottawa, du Canada, va organiser une exposition d'envergure à Riopelle en 62. Il y en aura une autre grande exposition rétrospective de Riopelle qui s'intitulera Peinture et sculpture de Riopelle à Québec à l'été 67. On y voit d'ailleurs des pièces comme Sans titre de 67, un assemblage, évidemment, comme ça, que le peintre a offert au musée à l'occasion de cette rétrospective ambitieuse.
genre de production que l'on retrouvera dans notre capsule à venir, notre troisième capsule à venir qui sera produite l'année prochaine, en 2023. Nous verrons, entre autres, dans celle-ci que cette nouvelle liberté d'exécution, en fait, que s'offre Riopel va le conduire même éventuellement à un retour à la figuration vers les hiboux, même vers les oies blanches, qui allaient marquer sa production en des années 70 et au-delà. Donc, Riopel est un artiste qui ne fut jamais prisonnier de sa propre signature. C'est vraiment ce qui est à retenir. En fait, une des grandes caractéristiques de lui, il s'est continuellement réinventé, notre Riopel, ce qui fait, hein, évidemment, qu'il est demeuré, pour cette raison et bien d'autres, un des artistes les plus accomplis que notre histoire de l'art nous est offert. Donc, je vous dis à bientôt. On se retrouve pour les capsules 3 et 4 pour boucler, hein, cette vie et cette grande carrière de Riopel.